Un monde en ruine, une vengeance ancestrale et un héritier devenu prédateur spectral, c'est Ulfric aujourd'hui qui nous partage ses souvenirs dans C'est quoi ton jeu. Ce sera juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CQTJ, C'est quoi ton jeu, le podcast où l'on explore les souvenirs forts, les moments marquants et les histoires de jeux qui nous restent en tête longtemps, même après avoir rangé la manette. Je suis Joël pour vous accompagner pour la durée de l'émission, j'espère que vous allez bien. On est le 10 juin, le moment de l'année où on sent l'été à portée de main, mais où il y a toujours un reste de grisaille dans l'air, comme des examens qui approchent, un rush dans votre travail avant les vacances d'été, comme si quelque chose était en suspens, comme si au final une ombre persistait malgré le soleil. Et ça tombe bien, rebondissement, parce que l'univers qu'on va évoquer aujourd'hui, lui, est tout sauf ensoleillé. On va parler d'un monde brisé, déformé, où la vengeance et la métamorphose ne sont pas que des figures de style, vous allez voir. Mais avant d'accueillir mon invité du jour, je vous invite, si vous appréciez le contenu que je produis, à aller commenter et liker l'épisode sur les plateformes de podcast, comme Apple Podcast, Spotify et tout ça. Ou si vous écoutez cette émission sur YouTube, pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Ça fait toujours plaisir et en plus pour le référencement, ça me met en avant. Donc d'avance, je vous remercie beaucoup. Cette parenthèse fermée, je suis très heureux du coup aujourd'hui d'accueillir un passionné de jeux et rôliste également à ses heures perdues. Ensemble, on va évoquer ce jeu sombre décrit précédemment. Alors, bienvenue à toi Ulfric, comment vas-tu? Bonjour, eh bien, ça va très très bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler de ce jeu et de tout ce qu'il y a autour. C'est moi qui te remercie, merci d'avoir accepté l'invitation et de te rendre disponible en plein milieu de la journée parce que bon, comme vous le savez, on enregistre en différé, donc comme d'habitude, pour les gens qui suivent l'émission, c'est la première fois que tu viens, donc j'aimerais en savoir un peu plus sur toi avant d'évoquer notre jeu. Comment le jeu est entré dans ta vie? Alors, c'est une très bonne question et une très très large question. Pour faire simple, je pense que j'ai toujours été très très attiré par le jeu sous toutes ses formes. Vraiment sous toutes ses formes. Ouais. Mais je pense que les deux grosses choses qui ont fait que j'ai vraiment basculé et qui vont tendre l'une vers le jeu vidéo, l'autre vers le jeu de rôle, puisque tu l'évoquais en introduction. Ouais. La première, je pense que c'est la toute première console que j'ai eue, qui était la Super Nintendo. Un Noël, je crois, mes parents m'ont offert une Super Nintendo et à partir de là, ça a été, ça a été tout droit sans arrêt jusqu'à littéralement maintenant. Ouais, d'accord. J'ai jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo, je m'y suis toujours énormément intéressé, je m'y suis beaucoup investi. Ouais, Donc ça a beaucoup compté comme moment bascule et moment clé. d'accord. Et du côté du jeu de rôle, c'est ma découverte des livres dont vous êtes le héros, Ah bah oui. qui a été quelque chose de très très important pour moi. Je lisais beaucoup étant jeune, j'avalais plein de types de bouquins différents et un jour, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a offert ça sans vraiment savoir ce que c'était. C'est quand même très très spécifique comme type de livre, les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Et bah, j'ai découvert ça avec énormément de plaisir. Au début, j'ai un petit peu flotté parce que c'est une lecture particulière, il y a des règles à la lecture, il faut aller de chapitre en chapitre. Mais une fois que j'avais mis le doigt dedans aussi, c'était fini. C'est-à-dire que Ouais. tant que je pouvais les faire, je les faisais, je les refaisais. Je demandais à ma mère de m'accompagner dans une papeterie pour pouvoir en acheter d'autres tant que possible. Et c'est ça qui m'a juste donné, en fait, qui m'a permis de faire le premier pas pour ensuite basculer vers ce serait la pratique du jeu de rôle après. D'accord. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là, tu te rappelles? Alors, je sais qu'à l'époque, les vendeurs de journaux, parce que c'est souvent dans des papeteries, comme je disais, que j'achetais ça, disaient que j'étais bien jeune pour, Ouais. par rapport à la majorité des clients qui achetaient ça. Je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans OK. dans ces eaux-là. Sachant que j'ai maintenant 42 ans, ça remonte à un bon moment. Et c'était vraiment à l'époque où il y a eu le boom des livres dont vous êtes le héros. Ouais. C'est cette époque-là. Et la Super Nintendo, je pense que ça devait être quelques années après, juste. Je sais plus exactement en quelle année elle est sortie en France. Je dirais 80, 92 à peu près dans ces années-là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça devait être juste après ça que j'ai eu la Super Nintendo. Donc ça a vraiment été une période de peut-être 2 3 ans où le jeu a eu une énorme présence dans ma vie, beaucoup plus qu'avant. Et oui, mais forcément, en plus, c'est des âges où, aujourd'hui, quand on regarde en arrière, ça fait un peu, figure de Madeleine de Proust. Complètement, ouais. Donc, on s'en nourrit encore plus et c'est vrai que c'est la base, À la Super Nintendo, j'imagine que tu as vu un Mario ou quelque chose comme ça qui allait avec? J'ai commencé avec Super Mario World, qui était dans le bundle avec Ouais, la console. Et je pense que le premier jeu qui m'a le plus marqué, bah, ouais. que j'ai eu rapidement, c'était Secret of Mana. Ah bah, oui, oui. Et là aussi un jeu, alors, je vais pas dire de niche parce que, les RPG sur la Super Nintendo, il y en a quand même, sacré flopé. C'est des jeux à histoire comme ça où tu t'identifies à tes persos. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je pense que ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait quelque chose de plus que les jeux que j'avais
auxquels j'avais joué jusqu'ici, typiquement des jeux de plateforme type Mario et compagnie, où l'histoire reste limitée, alors que là, il y avait un espèce de Ouais. monde qui s'ouvrait à moi avec Secret of Mana. Ouais, c'est ça, c'est plus approfondi, t'as une histoire, t'as de la lecture, alors que c'est vrai que dans un Mario, la lecture, elle se Mm. cantonne à Save the Princess, quoi, tu vois? Ah oui, la princesse est dans un autre château, Mario. Bon, bah, c'est bien, bah, du coup, on en apprend que, le jeu, finalement, fait partie intégrante, de ta personne et depuis toujours. Et on en vient à parler du jeu que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui, qui est Legacy of Kain Soul River, le premier, si je dis pas de bêtises. Alors, le premier Soul River, mais le deuxième Legacy of Kain. Ouais. C'est Tu vas nous expliquer un peu plus en détail parce que c'est vrai que c'est un jeu qui date, hein, et Legacy of Kain Soul River, en fait 2 points Soul Mm. River est sorti en août 99, développé par Crystal Dynamics et édité jadis par Eidos Interactive, donc ça ne nous rajeunit pas non plus. clairement. Ce jeu en plus a fait office d'un remaster il y a pas si longtemps que ça. On en Exactement. parlera si tu veux dans la deuxième partie pour savoir un petit peu ce que tu en penses, si tu as pu mettre le nez ou le doigt dessus. Legacy of Kain, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux, en 2 temps, d'abord nous, présenter, le jeu, où il se situe par rapport à la trame des jeux Legacy of Kain, puis après nous raconter un petit peu ce qui se passe Mhm. dans le jeu et on embrayera après sur pourquoi ce jeu t'a marqué? Très volontiers. Alors, Legacy of Kain Soul River, que je vais appeler Soul River pour faire Oui, au plus plus de simple. facilité. Voilà. C'est un jeu qui appartient à une saga qui s'appelle la saga Legacy of Kain, qui est composée de 5 jeux. Le premier étant Blood Omen Legacy of Kain et le dernier étant Legacy of Kain Défiance. Ouais. Ce sont des jeux qui sont sortis sur plusieurs générations de consoles. Ça va de les débuts de la PS1 jusqu'à, disons, la Xbox 360. Donc sur plusieurs années, il y a pas mal d'années d'écart de mémoire entre Legacy of Kain et Ouais. Soul River. Ça n'a pas été immédiat le développement d'une suite. Le premier jeu, Blood Omen, était sorti en 86. Voilà. Ah bah tu vois, de mémoire, je pensais qu'il y avait plus de temps que ça entre les deux. Ça, là pour le coup, c'est encore les souvenirs qui, je pense, étendent le temps Ouais. entre les choses. Le sujet étant Soul River, je vais juste très rapidement parler de Blood Omen parce que c'est quand même important Ouais. dans le cadre du récit. Vu que ça en est une suite, ouais, ça reste quand même de s'inscrire dans la base du jeu, je comprends. Exactement. Donc, c'est aussi un jeu avec lequel j'ai des souvenirs très forts parce que ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué à la PS1. Je me rappelle que c'était l'époque où j'étais au collège et je me levais parfois plus tôt pour aller chez un ami qui, lui, avait le jeu, qui habitait à côté du collège pour pouvoir jouer genre 1 heure avant les cours Ouais, quand même, ouais. et ensuite aller en cours. C'était vraiment un jeu qui m'avait accroché parce que c'était la première fois que j'ai été confronté dans un jeu vidéo à un univers vraiment sombre en fait. Avec une vraie noirceur assumée. Le cadre de Blood Omen, c'est on joue un personnage qui est tué dans un univers moyenâgeux, qui est tué par des bandits, ressuscité par un sorcier en tant que vampire. Ouais. Et il doit parcourir le monde de Nosgoth, qui est le monde dans lequel tous les jeux se déroulent, en buvant le sang, tuant et accomplissant une quête autour de la restauration de ce qu'on appelle des piliers, qui sont en gros des objets magiques qui maintiennent l'équilibre du monde. Ok. Blood Omen, c'était un jeu en... Je pense que c'est de la 3D isométrique à l'époque. Ouais, c'était un peu vu de dessus, mais en 3D, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça, avec plein d'idées de gameplay différents, un monde, ce serait vraiment beaucoup dire de dire que c'est un monde ouvert, mais en tout cas, ça voulait donner cette impression-là avec une circulation très fluide entre les différentes zones du jeu Ouais. et un scénario très très riche. Donc j'étais complètement conquis par ce jeu et lorsque, donc 2-3 ans plus tard, j'entends parler de Soul River, je suis hyper content parce que je me dis que je vais retrouver le même univers. C'était l'époque en plus où, avec les magazines de jeux vidéo oblige, on avait des previews sur Ouais. plusieurs mois avant, on avait de rares photos du moteur du jeu, ce genre de choses. Ouais, de quoi te mettre l'eau à la bouche et te rendre impatient comme Voilà, jamais. ça avait exactement cet effet-là. Et donc, je guettais la sortie avec grande impatience. Et pour parler un peu du jeu, déjà, le moteur graphique et le système de jeu changent complètement. On est dans de la vraie 3D. Alors, de la 3D d'époque de la PS1, hein. Mais on est dans de la vraie 3D. On est dans un jeu d'action qui est peut-être plus proche du hack and slash que même si Oui. Blood Omen l'était déjà, avec des touches de Metroidvania, puisqu'on va acquérir des compétences qui vont nous permettre de débloquer des chemins qui sont inaccessibles sans, ainsi de suite. Et surtout, c'est au niveau de l'univers que tout prend une très très grande ampleur, puisque, en gros, le jeu se passe plusieurs centaines d'années après la fin de Blood Omen. Le personnage principal de Blood Omen, qui s'appelle Kain, d'où Legacy of Kain, se voit présenter un choix particulier à la fin de Blood Omen. Alors je donne pas trop de détails parce que c'est un jeu qui est accessible notamment sur le PS Store en fait. Ok. Donc on peut y jouer sur des consoles très récentes. Ok. Donc si jamais des personnes veulent le découvrir, je pense que c'est mieux qu'elle n'ait pas toutes les infos. Mais en tout cas, il fait un choix à la fin de Blood Omen qui l'amène à, on va dire, à devenir très puissant et à prendre le contrôle de certaines choses dans Nosgoth. Et Effectivement. donc plusieurs centaines d'années après, arrive Soul River,
et où, dès le début, dans une super cinématique d'intro, alors, qui aura sûrement vieilli, à l'aune de nos critères de maintenant. Mais à l'époque, j'avais été soufflé par la beauté de la cinématique. On nous présente donc un monde où Kane a créé d'autres vampires comme lui, qui ont installé une sorte de dynastie, où ils contrôlent des terres, contrôlent des humains. Ouais. Toute la cinématique est racontée par la voix de celui qui sera le personnage principal du jeu, Raziel, un des descendants donc de Kane. Et Raziel nous explique que, au fil des siècles, les vampires ont acquis des mutations qui leur donnent de nouveaux pouvoirs, et que traditionnellement, c'était Kane le leader qui avait ces mutations avant de le transmettre à ses enfants. Et pour la première fois, en fait, un de ses enfants, Raziel, obtient une mutation avant lui, des ailes en fait, membraneuses comme des ailes de chauve-souris qui apparaissent dans son dos. Et vu que ça ne plaît pas à Kane, il décide de le punir en le jetant dans une espèce de tourbillon. Et vampire oblige, l'eau a sur sa peau le même effet que la flamme, en fait. Ouais. Et on nous présente donc Raziel qui fait face à des dizaines et des dizaines d'années, voire plus, de tourments, de souffrance au sein de cette eau qui le brûle jusqu'à littéralement le défigurer. Et en fait, le jeu commence lorsqu'il est plus ou moins ressuscité par un esprit qui s'appelle l'Ancien et qui lui demande d'aller littéralement se venger de Kane. Avec une particularité, c'est que, étant presque mort, Raziel en fait ne boit pas du sang, mais il boit des âmes. Il est devenu un esprit vengeur, en gros, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Il est animé par la vengeance, et tout le scénario est autour de quelle est cette vengeance, est-ce qu'il va réussir à la porter jusqu'au bout. Et au fur et à mesure, il y aura des révélations sur le monde, sur les enjeux autour de Kane et de lui-même, Raziel. Et le titre Soul River, pour l'expliquer, vient d'une arme que Raziel acquiert assez rapidement dans le jeu, qui s'appelle donc la Soul River. Alors, c'est une arme qui existait déjà dans Blood Omen, et qui en français était, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, fais-moi ça rire. marque encore, était appelée l'éclateuse d'âme. Éclater les âmes, je trouve ça très très graphique. On dirait un sous-titre québécois. Et j'ai rien contre nos amis québécois, donc je vous passe le bonjour d'ailleurs. Mais voilà, donc même dans la VF, ils n'ont pas conservé ce nom-là pour Soul River. Ils l'ont appelé la Soul River. Mais voilà d'où vient le nom, parce que cette épée a une grande importance dans la narration du jeu. Ouais, c'est ça, c'est une lame d'énergie, grosso modo, qui permet la mécanique de gameplay principale, c'est que Raziel peut se matérialiser entre le monde matériel et spectral. Enfin, il peut voyager de l'un à l'autre, et cette lame, elle peut traverser aussi cette dimension-là, il me semble, non? C'est exactement ça. C'était une des grandes nouveautés du jeu et un de ses grands points forts. C'était le fait que Raziel, appartenant aux deux mondes en même temps, il a la possibilité de passer du monde spectral au monde réel, effectivement, avec en plus des effets de morphing, en fait, qui étaient assez forts pour l'époque, en fait, avec des déformations du paysage et de ce genre, et qui permettaient aussi, en passant d'un monde à l'autre, de résoudre certaines énigmes. Quand on passait dans le monde spectral, par exemple, il y avait des murs qui se courbaient, des portes qui s'ouvraient, donc il fallait passer de l'un à l'autre, sachant qu'il y avait des conditions pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Quand on est dans le monde réel, on peut passer dans le monde spectral comme on veut. Mais l'inverse. Justement, ils avaient mis en place un système où on ne peut passer du monde spectral au monde réel qu'au travers de certaines portes, et quand la vie de Raziel est à son maximum. Donc il y avait toujours à disposition des ennemis qui permettaient de récupérer de la vie, mais il fallait les battre, ainsi de suite. Ah non, c'est un système de gameplay assez intelligent, et qui fait que le jeu aujourd'hui fait encore partie de ces jeux cultes sortis il y a, j'allais dire 30 ans, mais 25 ans quand même, quoi. Presque. Ouais, 25 ans, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est un jeu qui a marqué, d'où le fait qu'il y ait un remaster, c'est le fait qu'il y ait quand même une demande, même 25 ans après, je pense. Je pense aussi, surtout que ce jeu-là, sorti à la fin des années 90, il avait un ton un peu plus adulte, un peu plus philosophique que les principaux jeux de l'époque, avec une narration assez puissante. Et surtout, comme tu l'as mentionné au début, c'est surtout l'esprit et la patte gothique un petit peu de ce jeu qui, toi, t'a vraiment marqué. Ouais, c'est exactement ça. C'était unique. C'était déjà unique dans Blood Omen que j'évoquais. Mais là, il y avait quelque chose d'encore... Je sais pas si c'est le passage à la 3D ou si c'est le fait que j'étais un petit peu plus âgé, donc peut-être un petit peu plus sensible à ces ambiances, mais Soul River m'a complètement emporté. Alors que, de nouveau, si on jette un coup d'œil au jeu tel qu'il était à l'époque, avec nos critères de maintenant, c'est beaucoup de polygones et pas beaucoup d'ambiance. Mais, alors, le jeu était malgré sorti tout, à également l'époque... sur Dreamcast et sur PC, et donc du coup, fatalement, il était quand même plus joli que sur PlayStation première du nom. Ouais. Pour y avoir aussi joué sur Dreamcast par la suite, il y avait clairement, effectivement, une patte plus belle sur Dreamcast, et il y a eu encore un niveau au-dessus lorsqu'est sorti sa suite Soul River 2, qui là graphiquement est vraiment top.
pour cette ambiance gothique unique. Ouais. C'est très étrange parce qu'il y a à la fois le côté gothique, noir. Typiquement, quand on pense vampire, on pense gothique, à l'image classique du vampire. Et il y a vraiment ça dans Soul River. Mais il y a quelque chose en plus parce que comme c'est un monde qui est presque en train de s'effondrer, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'années qui sont passées. Voilà. Ouais. Pareil, j'en dis pas trop si certaines personnes veulent tenter le jeu, parce que le remaster est très bien pour rendre l'ambiance, justement. Mais c'est un monde qui est presque en train de mourir. Il y a cet aspect-là qui aussi ressort très très fortement et donne une ambiance vraiment unique, quelque chose d'assez délétère, d'assez mortifère. Et Ok. il y a ce paradoxe d'avoir un personnage qui est censé être mort et qui boit les âmes, mais qui est presque le personnage le plus vivant de tout l'univers qu'on croise, en fait. Ouais, je vois. Alors justement, maintenant, puisqu'on parle du fait que tu as apprécié ce côté, cet esprit, cette patte gothique, est-ce que, tu peux nous raconter deux trois anecdotes qui, toi, ont fait que ce jeu aujourd'hui, bah, Mhm. t'a marqué, à jamais? Bien sûr. Alors, déjà, bizarrement, avant même que j'ai commencé à jouer au jeu, ça fait partie des rares jeux où je me souviens, mais vraiment parfaitement, du moment où je l'ai acheté. Chouette déjà. Ouais, ouais, À tel point c'est qu'il pas. était attendu du coup. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est que je me rappelle très bien quand je suis rentré dans le magasin. Alors, je suis plus sûr exactement de la boutique, mais c'était une boutique, une de ces boutiques de chaîne type Dog Games ou Stock Games qui n'existe plus malheureusement Ouais. maintenant. En plus, c'était vraiment une période où j'ai découvert beaucoup de jeux qui ont compté. Voilà, sur 2 ans, il y a eu Metal Gear Solid, il y a eu Soul River, il y a eu Silent Hill, donc vraiment des trucs qui ont compté. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les souvenirs sont là. Mais je me rappelle très bien voir la Ouais. boîte en rayon, la prendre, toute l'excitation qu'il y avait à me dire que j'allais rentrer chez moi et jouer. Le trajet jusqu'à chez moi, il fallait que je rentre en bus. Regarder le livret du jeu. Tous ces petits souvenirs-là qui comptent vraiment et qui ajoutent aux souvenirs et au côté Madeleine de Proust, comme tu disais. Puis, voilà, j'ai évoqué la cinématique. Et alors, sur cette cinématique, une des choses qui est vraiment super dans Soul River aussi, c'est Ouais. la musique, en Bah, fait. tu m'étonnes, pour avoir une musique d'ambiance comme ça, pour un jeu de ce style-là, c'est C'est important. super important. Et dès le thème principal, qui est le thème de Raziel, il y a quelque chose qui m'a complètement emmené. Je me rappelle très très bien découvrir la cinématique, être soufflé. Et alors, c'était peut-être pas la première fois que ça m'arrivait, mais vraiment prendre conscience que la musique, elle avait une place très très importante dans ce que je ressentais en jouant au jeu, en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote. Donc c'est la chanson titre, elle s'appelle Ozar Midrashim. Ouais. C'est pas très facile à prononcer. Et c'est pas une composition originale du jeu, pour le jeu, en fait. C'est le compositeur, en fait, avait son propre groupe. Alors son groupe s'appelait Information Society. Et ils avaient sorti ce morceau qui s'appelait. Alors je sais plus si ça s'appelait Ozar Midrashim déjà, je pense pas. OK. Mais en tout cas, il a pris quasiment l'intégralité du morceau et il l'a recollé sur la cinématique et ça marche parfaitement. Excellent. Ouais, ouais, c'est super. Et résultat, si on veut écouter ce morceau-là, la BO de Soul River, elle n'est pas disponible vraiment sur les plateformes de streaming. Par contre, Information Society en tant que groupe existe et Ouais. ce morceau existe. Donc on peut l'écouter de cette manière-là si jamais. J'avoue que c'est assez dingue, j'avoue. Donc, dès l'intro, j'étais complètement plongé là-dedans. Et je pense que le premier moment après ça dont je me souviens, c'est la première fois qu'on utilise le morphing, en fait. Et qu'on passe du monde spectral au monde réel. Enfin, l'inverse d'ailleurs, du monde réel au monde spectral. Et voir comme ça les décors bouger, les formes se transformer. Je me rendais compte de toutes les possibilités que ça allait pouvoir ouvrir en termes de jeu. Ouais. Et ça m'est resté aussi. C'est-à-dire me dire, waouh, ok, là c'est juste le début, je peux faire ça dès maintenant, qu'est-ce que ça va être après? Le jeu, si on est très très réaliste, se sert beaucoup de ça. Après, peut-être sur la deuxième partie du jeu, ça devient peut-être un peu plus un gimmick qu'autre chose. Mais ça reste quand même très très efficace. Cette sensation de me dire qu'il y avait toujours d'autres choses à découvrir et d'autres possibilités à découvrir, ça m'a accompagné tout le long du jeu. En plus, Ouais. c'est un jeu qui peut être présenté comme un jeu d'action, mais qui a aussi une très très grande part d'exploration. Avec des énigmes, notamment il y a des pouvoirs qu'on peut acquérir au travers de glyphes élémentaires. Et pour ça, il y a des énigmes qui pourraient vraiment faire penser à des énigmes des débuts de Tomb Raider, en fait. OK. Avec des leviers à pousser, des morceaux de rocher à faire tomber à tel endroit, des choses de ce genre. D'ailleurs, je sais plus si c'est pas Crystal Dynamics qui a développé aussi un Tomb Raider Si. par la Si, suite. si, ouais, ouais. C'est pas impossible que Soul River ait participé à les aider à décrocher ça, parce qu'il y a vraiment pour moi des proximités entre les deux jeux en termes de résolution de certaines énigmes et d'utilisation de l'espace, en fait.
J'adorais le fait que ça mélange de l'action et de la résolution d'énigmes, que ça demande d'explorer, de réfléchir dans l'espace comme ça, vraiment utiliser la 3D pour pouvoir résoudre les énigmes. Et les combats étaient pas en reste parce que cette Soul River dont on parlait, cette épée, c'est la meilleure arme du jeu, mais on ne peut la maintenir que quand Raziel est au maximum de Ouais. sa santé. Ce En que tu fait. disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, dès qu'on le perd, on est obligé de se débrouiller avec le reste et il y avait une utilisation du décor qui était possible. Une des choses dont je me rappelle parfaitement, c'est de décrocher des barres de fer du mur pour pouvoir s'en servir comme arme. Ouais. Et tout était réglé de façon quand même assez violente, notamment parce que parfois on affronte des vampires et que comme tout bon vampire, ils ne peuvent être simplement tués à coups d'armes, il fallait soit les empaler, soit les balancer dans la lumière, ce genre de choses. Donc ça donnait forcément des mises à mort assez violentes, Oui, j'imagine. mais qui participaient à l'ambiance sombre du jeu. J'ai des souvenirs très forts de moments, de boucles de gameplay et d'un... Alors je vais dire vraiment, le terme est peut-être un peu excessif, mais c'est vraiment ça, d'un vrai amour pour le perso principal. Ok. C'est-à-dire que là, alors que j'enregistre l'émission, mon pseudo c'est Ulfric, mais pendant très longtemps, mon pseudo sur internet, c'était Raziel en fait. Ah comme quoi. Donc c'est vraiment pas anodin comme place que le personnage a pris. Je pense que aussi, là où il a beaucoup d'importance, c'est que c'est la première fois que j'ai compris que j'avais beaucoup, beaucoup d'attachement pour les personnages qui essayaient de lutter contre leur destin, en fait. Ouais. Là, pareil, je vais pas trop en révéler, mais toute la trame des Legacy of Kain, elle est basée sur comment est-ce qu'on lutte contre est-ce qu'on est prisonnier de son destin? Est-ce qu'on peut s'en extraire? Comment on lutte contre ce qui semble être la route qui semble être tracée pour nous? C'est vraiment le cœur du récit. Tout à l'heure, quand je parlais de jeux avec discours philosophiques, on est en plein là-dedans. Quoi. Complètement. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment pas anodin dedans. Il y a vraiment une grosse réflexion autour de ça qui atteint son pic dans le 5e épisode dans Défiance. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Je me rappelle très bien, même beaucoup repenser au personnage, ce qu'il m'évoquait et pourquoi il me plaisait tant en fait. Ouais. Et ça s'est prolongé par la suite dans les personnages que j'aime le plus. Par exemple, j'ai énormément d'amour pour Berserk, le manga, où là, il y a littéralement un personnage qui lutte contre un destin funeste auquel il s'oppose. Et même, si on parle de quelque chose aussi qu'on a tous les deux fort en commun, qui est One Piece. One Piece, une des choses que j'aime aussi, c'est parce qu'il y a aussi cet aspect-là d'aller un petit peu contre l'ordre établi, d'aller contre la place qu'on te donne. Oui. Essayer un peu de lutter contre ça, en fait. De lutter contre ce qui est... Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est retrouvé beaucoup. Je pourrais en parler des heures, mais l'émission ne fait pas 4 heures, donc je vais revenir sur une des choses qui m'a le plus marqué du jeu. Alors, je vais mettre une balise de spoiler si jamais il y a des personnes qui voudraient faire le jeu, parce que là, je vais révéler un truc très, très spoilant du jeu. C'est la première fois, en fait, que je me retrouvais devant un jeu qui se terminait sur un à suivre, en fait. Ah. Parce que le jeu a eu un développement très compliqué et il y avait tellement de choses dans le premier qu'ils se sont rendus compte que Crystal Dynamics s'est rendu compte qu'ils ne pourraient pas tout mettre dans un seul jeu. Et ils ont décidé de le couper en deux. Et tu attendais pas forcément la fin arriver au moment où elle est arrivée. Quoi. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que très souvent, en fait, un jeu peut avoir des suites, mais le premier, l'histoire est un peu contenue en elle-même, en fait. Il y a un début, une fin. Là, ça se termine vraiment sur un cliffhanger massif qui ouvre plein de possibilités. Et je me rappelle avoir bondi de mon siège en me disant... à la fois, il y avait un côté très très frustrant parce que l'histoire n'était pas terminée, et en même temps, je trouvais ça génial d'avoir proposé quelque chose comme ça. Alors, je sais que c'est un truc qui a été beaucoup décrié à l'époque, parce que c'est vrai que ça a un côté un peu, si vous voulez la suite, achetez le jeu suivant, quoi. Oui, c'est Mais à l'époque, avec peut-être le peu de recul que j'avais et le plaisir que j'avais pris au jeu, j'avais trouvé ça super de proposer un truc original comme ça. Et donc, la suite, Soul River 2 reprend littéralement l'endroit où se termine Soul River 1. Il y a vraiment la continuité immédiate, quoi. Tant mieux au moins que ce soit une suite directe, parce que le jeu est quand même sorti 4 ans plus tard. Donc... Ouais, ça fait long 4 ans à attendre pour... Si tu devais résumer ce jeu à 3 mots, qu'est-ce que tu dirais, toi? Super question. Vengeance. Puisque là, je comprends. Mélancolie. Malgré tout ce que j'ai pu dire du jeu sur son côté violent et tout, il y a ce côté un peu de monde sur la fin qui crée une vraie grande mélancolie tout au long du jeu. Et je dirais anti-héros, parce que Raziel, c'est exactement ça. C'est un héros contre son gré, il n'est pas du tout dans les canons de ce qu'on peut appeler un héros. Et c'est ce qui le rend encore plus touchant et encore plus susceptible d'identification quand on joue, je pense. C'est 3 mots qui correspondent bien à un petit peu l'ambiance que tu nous as décrite tout au long de cet épisode.
Est-ce que tu pourrais, alors vraiment en 2 mots, nous parler justement du remaster qui est sorti en décembre, 2024? Bien sûr. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que au contraire c'est passable? Donc c'est un remaster qui couvre à la fois Soul River 1 et Soul River 2, donc on a une histoire complète en faisant les 2. Bah là, il y aura pas 4 ans à attendre du coup. Exactement, là on peut tout enchaîner d'un coup. Moi je trouve que le remaster vaut le coup, la patte, enfin le clean graphique qui a été appliqué est vraiment bienvenu. Ça fait ressortir de belles manières les ambiances qui étaient posées, les atmosphères, les couleurs, notamment sur Soul River 2. Au niveau du gameplay, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Il accuse forcément son âge parce que Ouais. c'est pas un remake complet, c'est un remaster. Donc le gameplay a été peu touché. Le glow-up se fait surtout au niveau graphique. OK, ouais. Quand on y a joué et qu'on retrouve les sensations et qu'en plus le visuel est un petit peu sublimé par rapport à ce que c'était au départ, moi je trouve que ça vaut complètement le coup. En plus, c'est pas un remaster qui est vendu cher. Ils n'ont pas la prétention de faire un nouveau jeu. Moi je trouve que c'est tout à fait réussi. Alors j'ai pas encore croisé de personnes qui avaient joué sans avoir joué au précédent. Donc, je serais curieux de voir si des personnes qui ne connaissent pas du tout Ouais. le jeu et qui s'y mettent, y trouvent leur compte. Parce que forcément, l'approche est différente quand on découvre que quand on sait à quoi s'attendre au niveau gameplay notamment. Mais pour Effectivement. moi, je trouve que ça vaut le coup et c'est bienvenu parce qu'en fait, ça fait des années que les fans de Legacy of Kain attendent quelque chose. Il y a eu plusieurs jeux qui ont été en développement après et qui n'ont jamais été menés jusqu'au bout. Et donc, ça fait du bien de pouvoir se replonger assez facilement dans ces Si jeux-là. vous avez entendu passer le message et que vous aimez un petit peu ce style de jeu narratif avec, de profondes réflexions et surtout qu'il a bénéficié d'un remaster, donc avec des pixels qui feront un peu moins mal aux yeux, bah, n'hésitez pas un seul instant et essayez de vous procurer Legacy of Kain, 2 Soul River 1 et 2. Exactement. Et juste rajouter un petit truc, si ça intéresse les gens, il y a un très bon bouquin qui est sorti chez Sœur d'édition qui s'appelle La saga Legacy of Kain entre deux mondes OK. et qui parle de tout ça, qui parle de toute la saga, de toutes ces thématiques et du développement des jeux qui est vachement intéressant. Bah, écoutez, c'est bon à savoir, c'est toujours un petit complément d'information, surtout si on apprécie l'univers. Merci énormément pour ce partage autour de Legacy of Kain. Merci à Est-ce toi. que maintenant, Ulfric, tu peux te présenter pour l'audience qui ne te connaîtrait pas? Bien sûr, donc Ulfric, comme on l'a vu et comme ça a été dit, le jeu a toujours eu beaucoup, beaucoup de place. Et au-delà du jeu vidéo qui est toujours présent dans mon quotidien, comme tu le disais, je fais beaucoup de jeux de rôle. Et à Ouais. l'heure actuelle, si on parle d'actualité et d'activité, je suis présent dans plusieurs actual play qui sont diffusés en podcast ou sur YouTube. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un actual play, c'est disons, une partie de jeu de rôle qui est enregistrée, filmée ou pas. Parfois, ça peut être juste de l'audio et qui est souvent Ouais. filmé, pas ou en tout cas enregistré et qui est monté pour pouvoir dynamiser la narration et accentuer le côté récit plus que simplement une partie filmée. En fait. D'accord, très bien. C'est vrai que ça peut être sympa à voir. On avait reçu il y a 2 ans effectivement, Linkus, qui était du coup le maître de jeu de l'actuel play de Alpha, qui s'appelait Table Quest et il nous avait parlé de Dragon Age à l'époque. Ouais. C'est des trucs qui sont similaires en tout point, donc c'est des parties de jeux de rôle filmées et visibles sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Exactement. Voilà, Linkus fait partie de toute cette sphère actuelle play, avec à chaque fois des univers différents, des propositions de jeux différentes, des manières de jouer différentes, ce qui permet un peu souvent de finir en fouillant un peu par trouver quelque chose qui nous correspond. Ouais. Et donc de mon côté, je suis régulièrement présent sur une chaîne qui s'appelle 2D6 plus Cool, qu'on peut trouver en podcast sur Apple Podcast ou sur YouTube OK. avec bonne partie de parties filmées. On joue à des jeux très divers, Vampire la Mascarade, qui est Ah un oui, des jeux de rôle les plus connus, c'est clair. à des jeux plus indés et plus confidentiels qui proposent des univers ou des systèmes un peu originaux. Et je suis aussi présent sur un podcast qui s'appelle Un coup de dé, jamais n'abolira le roleplay, où aussi pareil, ce sont des parties à deux souvent. On explore un peu différents jeux. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais nous dire où te retrouver sur les réseaux, si tant est que tu es présent sur ces réseaux? Alors, je suis présent sur Blue Sky sous l'identité Ulfric. OK. Voilà, je suis surtout présent là. Et après, bah, comme je disais, sur YouTube, on peut me retrouver voilà, présent sur la chaîne. Mais j'ai pas plus de, de présence sur les réseaux que ça. Aucun souci, de toute façon, pas de problème. Ça sera suffisant. Vous pourrez retrouver ces infos dans les notes de l'émission. Vous pourrez également retrouver les infos du podcast cqtj.fr sur le site susnommé, sur Blue Sky également. Tout simplement, c'est @cqtj.fr, Instagram CQTJ Podcast et voilà. Et tous les autres réseaux, vous pourrez le retrouver sur les notes de l'émission. Et écoute, Ulfric, merci énormément de nous avoir accordé ce petit moment autour de Soul River.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah bien, toujours plus de jeux, je Ouais. pense que c'est plus important. Oui. Mais merci beaucoup de m'avoir permis de parler du jeu parce que, comme je pense ça s'est entendu, c'est un jeu que j'aime énormément et il n'y a pas beaucoup d'occasions de réévoquer. Enfin, j'ai eu peu d'occasions d'évoquer ce jeu, donc ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'avoir pu le faire. Merci. Bah écoute, c'est un plaisir partagé, sache-le. En tout cas, moi, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite et je te dis à très très vite. À bientôt, merci, au revoir. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'avant-dernier épisode de cette saison 4. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué ou pas. Et vous, c'était lequel?